Bonjour à tous, donc je m'appelle Raphaël Gondouin, je suis un des associés du cabinet de conseil qui s'appelle Meliae Consulting. Et donc je vous propose un petit temps justement fait de 3 temps. Le premier, c'est tout avant tout la carte d'identité, allez, une petite page de pub de qui est Meliae Consulting et que vous sachiez à qui vous avez affaire et quels sont nos savoir-faire. Et puis ensuite, effectivement, de proposer un certain nombre d'outils. Alors, j'allais dire de proposer, parce que, avant tout, une entreprise ne fait pas l'autre. Il y a un contexte qu'il faut analyser de chacune des entreprises. Donc, on ne prétend pas, chez Meliae, d'avoir la solution à toutes les questions, mais on vous proposera quelques outils, quelques idées, et surtout une approche, vous le verrez, qui est une approche avant tout systémique. Et j'insiste sur l'approche systémique. Et puis, en dernier temps de cet échange, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'essayer d'y répondre. Alors, juste, effectivement, qui est Meliae Consulting? Meliae Consulting, c'est la branche opération industrielle d'un groupe de conseil qui s'appelle Sitwell, comme vous voyez à l'écran. Meliae faisant partie, étant la branche qui va travailler au cœur des usines, sur des sujets aujourd'hui de décarbonation, parce qu'il vous aura pas, n'aurait pas loupé l'idée que l'efficacité énergétique, mais de façon beaucoup plus large, la décarbonation est une préoccupation de l'ensemble des industriels et de vous et moi en tant que citoyens. Simplement, on n'agit pas uniquement là-dessus et je vous parlerai de performance équilibrée par la suite, pour vous dire que finalement, en traitant la décarbonation, c'est une des dimensions que doivent traiter les industriels. Et puis le groupe intervient sur d'autres thématiques. Historiquement, le groupe Sitwell intervient sur de la supply chain, avec évidemment là aussi des préoccupations d'économie circulaire, de supply chain durable. Là aussi, la décarbonation prend tout son sens. La réflexion autour de l'impact positif que peuvent avoir et de l'impact neutre que peuvent avoir les industriels, y compris en supply chain, est aujourd'hui fondamentale, j'allais dire. Et après, on intervient sur d'autres sujets qui sont la transformation globalement par les systèmes d'information, la digitalisation des processus. Et dans un dernier cas de figure, on est à la fois des consultants, mais aussi on peut se fondre dans les équipes et faire du management de transition, ou du moins rentrer dans les équipes si besoin est. Alors comme je vous le disais, on intervient à 2 niveaux. On intervient à un niveau qui va être stratégique, et vous le voyez, la RSE, donc l'efficacité énergétique, la réflexion autour des décarbonations, autour de la TE, de la transition écologique et énergétique, fait partie des RSE. Les économies circulaires, les business models circulaires. À titre d'exemple, on accompagne un gros groupe que vous connaissez tous autour ici, qui s'appelle Decathlon et qui réfléchit aujourd'hui sur ces économies circulaires pour passer d'une économie de la propriété à une économie de l'utilisation des choses. Voilà. Et bien évidemment, on intervient sur le niveau opérationnel et donc sur l'ensemble de la chaîne de la création de la valeur, depuis la conception des produits jusqu'à la logistique aval, en passant bien évidemment, et ce que je maîtrise peut-être un peu plus, par les opérations industrielles. Donc notre métier, c'est quoi? C'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation. C'est ça notre métier. Si je zoome un tout petit peu sur Meliae, et pour vous dire, nous, ce qu'on fait chez Meliae, on va essayer de répondre finalement à l'ensemble des problématiques industrielles. Et comment on répond à l'ensemble des problématiques industrielles? À travers 5 expertises et une culture. La culture qui est celle de l'excellence opérationnelle, que dans les années 90 ou début des années 2000, on appelait le Lean, et qu'aujourd'hui on appelle l'excellence opérationnelle. C'est à peu près la même chose. Les experts, on va rentrer dans les débats d'experts pour voir où sont les différences, mais retenez que c'est sensiblement la même chose. Et c'est extrêmement important d'avoir cet ADN en tête, parce que quand on va parler de décarbonation, finalement, on va vous parler, nous, chez Meliae, de la culture du Lean et finalement de comment le Lean peut être une réponse à l'efficacité énergétique dont on parlait tout à l'heure, ou la décarbonation de façon plus globale. Pourquoi? Tout simplement parce que
Le lean a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale par les Japonais dans une économie de pénurie. Et donc, dès le début, c'est l'essence même du lean que de gérer la pénurie. Alors, je me rappelle de mes cours d'économie, on ne parlait pas du lean, mais on parlait d'économie, et on me disait aussi que l'économie, c'est l'essence même, c'est de gérer la pénurie. Hein. Donc finalement, la boucle est bouclée, et on y revient. Donc tout ça pour dire qu'on va travailler autour de 5 expertises. Une qui va être la performance durable, hein, autour de justement de cette culture du lean. Et là, on va travailler finalement sur tout ce qui se passe dans l'usine. Hein, donc depuis un diagnostic initial jusqu'à une mise en œuvre opérationnelle, autour de 6 dimensions qui sont la sécurité, la qualité, le coût, le délai, hein, servir les clients, la mobilisation des humains et l'environnement. Et puis, 4 autres expertises, du design industriel, de la transformation des organisations, de la mobilisation du potentiel humain. Et là, on revient sur l'objet de cette conférence, c'est-à-dire comment on inclut l'humain dans la décarbonation ou l'efficacité énergétique. Nous, on va finalement davantage travailler sur la décarbonation que l'efficacité énergétique, parce qu'on va traiter des problématiques beaucoup plus larges et qui vont bien au-delà de la simple énergie. Je vous donne un exemple. Dans l'industrie, la majorité d'entre vous, des industriels, on parle de déchets. Les déchets, c'est aussi de l'énergie, hein, du carbone, finalement, qui a été produit pour des choses qu'on va mettre en déchets, au mieux qu'on va recycler, réutiliser, au pire qu'on va détruire. Hein. Donc c'est pour ça que l'approche est beaucoup plus globale finalement et qu'on réfléchit un peu au-delà de la simple énergie. Et aujourd'hui aussi, on travaille sur tout ce qui est transformation digitale. Alors, si on rentre maintenant dans le cœur même de cette conférence, c'est de se dire quelles sont nos convictions. Je vais vous partager un certain nombre de convictions, d'outils, je ne sais pas, mais de convictions en tous les cas. Et nous, une de nos convictions, c'est que, comme je vous le disais juste avant, l'excellence opérationnelle permet justement de réduire les émissions de carbone et de viser à terme, hein, on n'est pas en train de parler de demain, mais d'ici quelques années ou peut-être même quelques décennies, un impact neutre des industriels. Alors j'ai fait le choix aujourd'hui de quand même, puisqu'on va plutôt se concentrer dans ce qui se passe dans l'usine, hein, si on devait faire un bilan carbone, on serait plutôt sur le scope 1 et sur le scope 2 et non pas sur le scope 3. C'est-à-dire le scope 3, c'est tout ce qui est non contrôlé par l'entreprise. Hein. Donc les leviers ne sont pas au sein de l'entreprise, là on va plutôt regarder les leviers qui sont au sein de l'entreprise. Hein, okay. Alors, ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui, c'est quoi une entreprise performante. Eh bien, une entreprise performante, pour nous, c'est une entreprise qui a des clients qui sont satisfaits. Alors, vous allez me dire, c'est évident, tout le monde dit ça. Ouais, c'est juste qu'entre le dire et le faire, c'est pas forcément la même chose. Et surtout, ça, c'est la base réellement de la démarche d'excellence opérationnelle. Si vous connaissez un peu Toyota, par exemple, c'est ce qu'ils mettent en avant en premier. Hein. Avant tout, satisfaire le client et ne produire au client, ne vendre au client que ce dont il a strictement besoin. Et ça, c'est extrêmement important. On oublie tout le superflu, il n'en a pas besoin. S'il ne l'achète pas, c'est de la non-valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'une entreprise performante? C'est donc une performance client avant tout. C'est évidemment une performance humaine. Et quand on dit performance humaine, ce sont des équipes, là aussi, qui ont envie de venir travailler, qui sont motivées pour venir travailler, qui sont heureuses de venir travailler dans les entreprises. Et ça, là aussi, c'est important. Pourquoi on dit ça? Parce que ça veut dire que derrière tout ça se cache finalement une démarche qui va être de la co-construction. Hein, une démarche qui va être de l'implication des équipes, une démarche qui va être aussi peut-être organisationnelle, c'est-à-dire aller chercher l'autonomie, la responsabilisation des équipes, et non pas le fait de dire « ah bah c'est la direction qui décide tout et qui fait tout hein ». C'est ça aussi l'idée. Et en creux, c'est un des outils pour aller décarboner. Hein, et bien c'est aussi de faire marcher le cerveau des opérateurs, qui sont aussi des citoyens et qui ont de très bonnes idées pour aller réduire l'empreinte carbone des usines.
Une usine performante, c'est évidemment une performance technique. Hein, il y a tout ce qu'il faut sur ce salon pour avoir une bonne performance technique, je ne vais pas trop en parler. C'est aujourd'hui une performance environnementale. On est au cœur du sujet de la décarbonation. Ce n'est plus quelque chose qui est optionnel, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, elle est dans l'obligation, ne serait-ce que par des normes, etc., d'être performante d'un point de vue environnemental, aussi parce que les clients l'imposent. On a aujourd'hui des clients de Méliès Consulting qui nous expliquent que potentiellement ils perdent des marchés parce qu'ils ne sont pas dans cette politique environnementale. Ne serait-ce que sur les packaging, sur des choses comme ça. Vous avez des gros en particulier qui poussent pour éliminer le plastique, le remplacer par d'autres matériaux, etc. Je pense, à titre d'exemple, L'Oréal, par exemple, va favoriser le verre ou les matériaux facilement recyclables plutôt que le plastique. Et puis évidemment, une entreprise performante, c'est une performance sociétale. Elle est inclue dans un environnement et elle doit effectivement respecter un certain nombre de normes. Et tout ça fait que la conséquence heureuse, et j'insiste sur la conséquence heureuse, c'est que la conséquence heureuse de tout ça, c'est une performance économique. Hein, on ne cherche pas une performance économique ou financière, on cherche avant tout les autres performances. Et comment on fait tout ça? Eh bien, à travers, nous semble-t-il, 4 leviers. Les 4 leviers, quels sont-ils? Il y a un premier levier qui est autour de l'organisation porteuse de sens. Alors si on pense à la décarbonation, si on pense à l'énergie, à l'efficacité énergétique, on en a parlé tout à l'heure dans les précédentes conférences, on parlait de manager d'énergie, ça fait partie des évolutions organisationnelles. Des rôles et missions clairs, des interfaces qui sont claires, des équipes qui sont formées. On en a parlé tout à l'heure, c'est bien, c'est évidemment pas suffisant. Une fois qu'on a l'organisation claire, définie, il nous faut des processus aussi qui soient formalisés, qui soient rigoureux, qui soient construits, de telle sorte à, là aussi, entrer dans une culture de l'amélioration continue et à éviter la non-valeur ajoutée. Une fois que vous avez la bonne organisation, les bons processus, on pourra dire c'est bon là, on a tout ce qu'il faut. Presque. Il nous faut un système de pilotage opérationnel de la performance. Les précédents conférenciers l'ont dit, on a besoin d'un système de mesurage. C'est super, hein, un système de mesurage, c'est la base. Hein, c'est le b.a.-ba, effectivement, de l'excellence opérationnelle et de l'amélioration continue. On dit généralement, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. C'est en anglais, hein, we can't improve what we don't measure. Et donc, c'est évidemment la base, mais ça c'est l'outil, si on devait parler d'outils humains, c'est un des outils majeurs pour aller vers cette décarbonation de l'usine. Et puis, bien évidemment, il nous faut des outils industriels, des ressources, de la data, etc., etc. On nous a parlé tout à l'heure de MES, on nous a parlé de capteurs, etc., etc. Très bien. Et tout ça fait qu'on aura une entreprise qui sera performante. Alors, comment on appuie tout ça et quelles sont, là encore, les idées que l'on peut utiliser? C'est avant tout les outils du Lean. Hein, et c'est quoi les outils du Lean? Je vous en ai parlé. La performance des processus, créer de la valeur pour le client et uniquement ce que le client achète. Et aujourd'hui, il achète aussi de la performance environnementale, de la réduction de gaz à effet de serre, hein, tout simplement. C'est le premier principe du Lean. Le deuxième principe du Lean, c'est le principe de réalité. Et ça, c'est important parce qu'en outil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le management ou les managers que vous êtes, ils doivent aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est un principe de base, qu'on appelle le terrain, qu'on appelle le Gemba en ligne. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est là où se passe l'activité, c'est là où se crée la valeur, et c'est là où vous allez identifier les gaspillages. Et si on veut parler de décarbonation, si on veut parler de réduction, d'élimination de gaspillage, c'est là que ça va se passer.
J'étais la semaine dernière dans une entreprise agroalimentaire, tout simplement, et qui a un process où à un moment il faut refroidir une ligne et donc ils aspergent, ils brumisent de l'eau. L'eau qui est brumisée n'est pas en circuit fermé, alors que ça sert juste finalement à ce que le tapis ne sèche pas. Voilà, c'est un exemple typique où le manager il n'est pas forcément beaucoup sur le terrain, parce que ça, on met un circuit fermé et on va gagner quelques litres d'eau à l'année. Hein, voilà, tout simplement. La performance humaine, effectivement, c'est un autre des principes. C'est-à-dire que si on veut trouver des outils qui permettent d'améliorer la performance des entreprises en général, eh bien, il faut installer des équipes responsables, des équipes autonomes. On parle généralement d'un principe de subsidiarité. Et puis enfin, le dernier, c'est le progrès. Hein. C'est bien d'avoir mesuré, c'est bien d'avoir des chiffres, mais derrière, encore faut-il installer une culture du progrès permanent et culture du résultat, une culture de plan d'action. Tout à l'heure, le précédent conférencier parlait de plan d'action. C'est la base. Hein. C'est la base du plan d'action. Et au-delà du plan d'action, c'est un niveau d'exigence managériale qui fait que c'est la tolérance zéro. Hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on a dit quelque chose, on le fait, on l'applique et on est intolérant aux écarts. Alors, quand on parle d'enjeux associés à la décarbonation ou à la concrétisation de leviers de gains, tout à l'heure le monsieur de l'ADEME parlait de 30%, on est à peu près cohérent sur les chiffres. Effectivement, on parle généralement d'un gain de 30%, c'est ce qu'on observe. Et sur ces 30%, quand on commence à décomposer les 30%, une large part de ces gains sont liés à des facteurs humains. C'est-à-dire changer les comportements des humains va vous permettre, alors à base de quick wins, pas forcément, mais à base de petites opérations, de petits changements, déjà d'aller chercher un certain nombre d'économies et d'aller chercher un certain nombre de bénéfices visant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Alors quand on parle de l'humain, on parle à la fois des équipes qui sont dans les usines, mais on parle aussi évidemment du management. Hein. Voilà. Ensuite, effectivement, on nous en a parlé beaucoup d'actions plus techniques hein, qui vont être sur les machines. Et puis après, on peut rentrer dans des investissements qui vont être un peu plus lourds, qui vont être soit de la rénovation d'équipements, soit carrément de nouvelles lignes. Mais là où nous, on va apporter, c'est plutôt sur la première partie, c'est-à-dire sur cette partie humaine, d'installer le changement avec les équipes, au cœur des équipes, pour faire différemment de ce qui est fait aujourd'hui. Et comment on fait ça? Eh bien, il y a deux leviers pour faire ça. Un premier levier qui est l'amélioration continue, qu'on appelle aussi amélioration incrémentale. Et qu'est-ce qu'on va retrouver derrière? Je vais vous présenter une ou deux diapos par la suite pour vous rentrer dans le détail, mais ça va être tout le système de pilotage opérationnel de la performance, c'est-à-dire l'analyse des écarts entre l'objectif et le réalisé, depuis les opérateurs jusqu'à un directeur d'usine, jusqu'à un directeur général. C'est ça qu'on appelle le système de pilotage opérationnel. Puis après, évidemment, on va retrouver tout ce qui est lié au management visuel, à la posture managériale proactive, c'est-à-dire d'anticiper les choses, des petites améliorations type Kaizen, des bonnes pratiques, des Pokayoke, etc. etc. Pokayoke, c'est détrompeur en français. Et au-delà de cette amélioration continue, qu'est-ce qui permet de passer un cap? Eh bien, ce sont les ruptures. Hein. On va vers des chantiers de performance. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, qui auront fait un green belt ou un black belt en ligne green belt ou ligne black belt. Et donc, bien, on fait des chantiers de performance basés sur une méthode qui s'appelle le DMAIC, entre autres. DMAIC, ça veut dire définir le cadre du chantier, mesurer. On mesure ce qu'on veut améliorer. Hein. On analyse par la suite, on innove, on implante, on installe les solutions retenues et le C de contrôler. On s'assure que ce qui avait été défini est correctement mis en place. Voici un exemple là tout simplement d'un des leviers hein, de l'amélioration continue. Comme je vous le disais, c'est l'analyse du système de pilotage depuis les opérateurs jusqu'à un directeur d'usine, voire un directeur général, à fréquence, jour, semaine, mois,
trimestre, semestre, année, enfin peu importe, peu importe. Et puis un autre point important, et donc là ça permet de justement d'impliquer les équipes, de les responsabiliser sur les indicateurs qui auront été choisis. Alors on parle de décarbonation, d'efficacité énergétique, de perte matière, de fuite d'eau, de ce que vous voulez, mais pas que. On parle aussi évidemment de sécurité, de bons du premier coup en qualité, de TRS si on est dans la dimension coût, d'absentéisme si on est dans la dimension équipe justement, et puis de taux de service si on est dans la dimension délai. Ce ne sont, ce que je vous dis, que des exemples d'indicateurs, hein, mais généralement c'est ceux qu'on retrouve. Et tout ça ne fonctionne que si on a des managers qui sont également présents sur le terrain. C'est assez indispensable d'avoir ce qu'on appelle la supervision active tout simplement, et des managers qui sont présents sur le terrain, comme je vous le disais précédemment. Je ne vais pas trop m'attarder, vous l'avez compris, mais les tours de terrain, ayez en tête que les managers de proximité, dans l'idéal, c'est 3 tours de terrain par jour. C'est comme le brossage de dents, c'est pareil, c'est 3 fois par jour. C'est mnémotechnique. Hein. 3 tours de terrain, 3 brossages de dents, 3 tours de terrain. Vous ne le faites pas ensemble. Hein, on ne se brosse pas les dents sur le terrain, mais autrement, c'est 3 fois par jour. Et ça permet effectivement de se rendre compte de la réalité opérationnelle et de corriger les dérives que l'on peut voir. Et puis si on revient plutôt sur cette partie rupture, parce qu'avec l'amélioration continue, c'est bien, mais on ne va pas aller aussi loin qu'on le souhaiterait, hein, forcément, à un moment ou à un autre. Je vous le disais, on est sur des aspects systémiques, donc il faut aussi avoir une vision un peu globale. Et bien si on est sur un aspect rupture, on a une démarche qu'on a appelée la démarche 5R pour travailler justement sur ces aspects d'amélioration énergétique en tous les cas. La première chose que je n'ai pas entendue encore, on a beaucoup parlé d'améliorer l'efficacité énergétique. Et ça c'est la base du Lean, hein, c'est a-t-on besoin de cet équipement? Première question. C'est avant même d'essayer d'améliorer, est-ce qu'on a réellement besoin de cet équipement? Donc retirer est parfois une simple solution. On supprime la ligne, on n'a plus besoin, on se rend compte qu'on la supprime. Effectivement, après, l'autre option, c'est, une fois qu'on s'est dit, bah oui, on a vraiment besoin de l'équipement, bon, très bien, donc on ne le retire pas, ça veut dire qu'on le garde. Si on le garde, est-ce qu'on peut le réparer, le régler, de telle sorte à ce qu'il consomme moins d'eau, d'électricité, d'air comprimé, de ce que vous voulez, de perte matière, finalement. Donc on répare les fuites, on réduit la consommation d'énergie par la suite avec d'autres plans d'action qui peuvent aller plus loin sur la réduction de consommation d'énergie une fois qu'on a fait le b.a.-ba de la maintenance préventive, voilà, de remise en l'état des équipements. C'est ce qu'on appelle plutôt la phase de faire mieux qui permet de mobiliser les équipes. Là encore, la méthodologie, c'est quoi? C'est la démarche collective, la démarche participative des équipes. Mobiliser un petit collectif pour aller chercher des améliorations à moindre coût, finalement. Hein. Sans mobilisation de CAPEX, alors quand je dis sans mobilisation de CAPEX, c'est parfois il y en a, mais c'est quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Ce n'est pas des gros CAPEX, hein, fondamentalement. Et puis après, bah, évidemment, tout ça a une limite. Mais c'est important de commencer par là, hein, c'est ce qui a été exprimé tout à l'heure, c'est important de commencer par là et de ne pas commencer par se dire « Waouh, je vais mettre un plan d'investissement à quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros ». Pourquoi? Parce que généralement, on n'a pas modifié les comportements et la modification des comportements, elle se passe là. C'est avant faire prendre conscience aux équipes que c'est sur le terrain qu'elles ont un pouvoir d'agir, un pouvoir déjà de mieux piloter leur machine. Ou leurs équipements tout simplement. Et puis comme c'était dit tout à l'heure par l'ADEME, ça permet aussi d'éviter, si on veut racheter des nouveaux équipements, bah, ça permet de les dimensionner au juste besoin. Parce que derrière, ici, on calcule le juste besoin finalement. Donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est dans un premier temps du faire mieux avec les équipes, hein, bien évidemment, et puis après de faire autrement. Et là, oui, on peut rentrer dans des process un peu plus complexes de brainstorming. On a parlé d'énergie fatale tout à l'heure, des réutilisations de cette énergie résiduelle, etc. etc. Bon, il y a plein de possibilités. Ou alors, effectivement, de modifier totalement et complètement le process industriel pour aller vers des équipements qui seraient moins énergivores. Juste dans le timing, petite conclusion. Donc,
encore une fois, plutôt de faire un catalogue de possibilités plutôt que des outils. Il n'y a pas de recette miracle, hein. On est aussi dans l'humain, donc vous ne trouverez pas de recette miracle, il y a des méthodologies. Peut-être que si on devait les résumer, on se dirait la formation, c'est extrêmement important, l'implication pour rendre les équipes acteurs du changement et non pas spectateurs du changement, hein, depuis l'opérateur jusqu'au directeur général. Et c'est pas forcément le directeur général le plus impliqué et le plus convaincu, hein. Donc c'est bien aussi de se le redire. La mesure, je pense que là vous en avez tous conscience, si on ne mesure pas, on ne fera pas de gain, on ne fera pas d'analyse d'écart. Le pilotage des résultats, donc le pilotage de cette mesure et l'analyse des écarts, hein, entre un objectif et puis une réalisation tout simplement, hein, un résultat. La mise en place des actions de progrès, parce que généralement on voit, hein, oui, on a des mesures, on a des KPIs, on n'a pas forcément derrière des plans d'action, hein, on constate, on est assez contemplatif finalement dans les usines sur ces écarts. Donc les actions de progrès passent par des méthodologies de résolution de problèmes et un savoir-faire autour de la méthodologie de résolution de problèmes. Et puis le dernier point, je vous en parlais, c'est une équipe de managers qui est présente sur le terrain et qui va être aussi intolérante aux écarts et qui va être aussi en support de ses équipes, un manager coach. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots, hein. C'est assez rapide finalement, on a quelques minutes, mais... C'est parfait. C'est très clair, très concis. On va voir si c'est aussi clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions au sujet de cette présentation? Non? Si. Je pensais que la conduite du changement n'avait plus aucun secret pour tout le monde, mais finalement, il y a une petite question. Alors, moi, je vais plus exprimer une déception, parce que j'ai essayé de mettre en place, par exemple, dans mon entreprise, on est dans la métallurgie, on transforme de la ferraille et de l'aluminium. Je pensais que naturellement, chez tout le monde, on avait un esprit de vouloir améliorer la transition écologique, ne serait-ce qu'éteindre la lumière, mettre les déchets dans le compost, etc. Et je suis un peu déçu qu'on soit obligé de passer par une gestion par les managers, parce que mes managers, ils sont usés. Un conducteur de ligne, il fait la conduite de ligne, il est régleur, il est technicien de maintenance, il fait du social aussi. Et si vous lui demandez en plus de vérifier que l'opérateur il a éteint la lumière en sortant des toilettes, enfin, donc je suis déçu en fait, parce que je pensais qu'on n'aurait pas besoin de passer par ce fonctionnement qu'on retrouve en qualité, qu'on retrouve en sécurité, qu'on retrouve un peu partout, et que l'environnement, ça pourrait être quelque chose de commun, de général. Et voilà, donc c'est plus une réflexion qu'une question. C'est peut-être aussi un moyen par la technologie, mais pas seulement, aussi par certains moyens de management, peut-être un peu plus subtils, dire faire accepter les choses. Après, c'est sûr que c'est une conviction après personnelle, hein, si on n'a pas envie oui, de s'y lancer. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se dire... C'est-à-dire qu'en plus, j'allais dire, les humains sont tous différents. Il y en a qui vont être convaincus par l'écologie et d'autres non. Tout à l'heure, on nous disait ça s'est accéléré sur les dernières années pour des raisons principalement économiques. Ce qui est vrai, hein, la hausse du prix de l'énergie, la hausse du prix des matières premières pousse les usines aujourd'hui. Une entreprise doit être plus convaincue puisque une entreprise doit faire de l'argent. Enfin, c'est aussi la raison d'être une entreprise. Mais l'humain, lui, peut se sentir libre de ne pas mais c'est aussi s'engager dans la bataille. C'est aussi certainement que les citoyens, l'ensemble des citoyens, y compris moi, on n'a pas encore compris non plus l'importance de ce qu'on est en train de parler. Si on se dit que finalement, la seule chose qui attire, c'est de faire des économies, je pense qu'on se trompe de combat. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de laisser une terre qui soit propre à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est quand même ça l'idée. Et qu'ils puissent vivre comme nous, ou quasiment comme nous, dans 50 ou 100 ans. C'est ça. Alors c'est bien en plus s'il y a une carotte et qu'on va gagner un petit peu d'argent, mais quelque part ça va bien au-delà de ça finalement. Et ça, je pense qu'on est simplement au début du processus de conviction, de compréhension par tout un chacun. Et tant que tout le monde ne l'aura pas compris, intégré, et bien finalement il faudra effectivement que ça repasse par le management et que le management redynamise, explique pourquoi il faut le faire.
Et c'est ça qui est intéressant, au même titre que le management l'a fait et continue certainement de le faire sur la qualité, alors que la qualité, on en parle depuis les années 80, quoi, facilement. Et pour autant, c'est un éternel recommencement. Il faut quand même être en permanence à réexpliquer les choses. Donc là, on est, je pense, quand même au début d'un cycle.